va peut-être commencer. Ouais, je pense que tu peux démarrer, Elodie. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette nouvelle édition donc, du Médicène R&D. L'objectif, donc, c'est de se réunir donc, et de donner la parole donc, aux financeurs et aux coordinateurs donc, d'appels à projets pour vous aider donc, à décrypter ces nouveaux appels à projets qui sortent régulièrement. Poser toutes les questions que vous pourriez avoir, notamment pour la construction de votre dossier, et puis évidemment augmenter vos chances de succès en réponse à ces appels à projets. Donc on sera ensemble 1 heure et quart ce matin. Yannis, si tu veux bien, tu passes le slide. Voilà, donc du coup, juste pour vous rappeler, donc c'est un rendez-vous mensuel, tous les premiers jeudis du mois, et que bien sûr, donc chacun de ces webinaires est enregistré et est visionnable sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y retourner régulièrement, et puis vous pouvez donc retrouver les éditions précédentes sur les appels à projets, donc régionaux, nationaux et européens. La suite, s'il te plaît. Voilà, donc j'en profite tout de suite pour mettre du coup l'accent sur notre prochain webinaire, également donc sur des appels à projets. Ce sera donc l'UDEMO Région qui est sorti vraiment tout récemment. Donc ce sera la semaine prochaine, le 12 juillet à 11h30. Et ce sera une présentation donc conjointe avec les autres pôles de compétitivité. Et on donnera donc la parole au coordinateur de cet appel à projet régional. Donc là, je vais vous présenter rapidement l'ordre du jour de ce webinaire. Je vous introduirai donc rapidement Médicène et puis donc l'accompagnement qu'on peut apporter donc aux porteurs de projets pour répondre donc aux appels à projets. Et ensuite, donc, on aura un focus sur le nouveau programme européen Innovative Health Initiative avec donc Nathalie Sémuret qui donc vous parlera en détail donc, de ce programme. Et puis, on fera un tout petit focus rapidement pour les 5 dernières minutes donc, sur les appels à projets qui sont ouverts actuellement et pour lesquels vous pourriez être intéressé à candidater et bien sûr donc, nous solliciter pour vous accompagner. Donc rapidement, Médicène, donc c'est le pôle de compétitivité santé en Île-de-France. On réunit donc un réseau d'excellence en innovation santé avec aussi bien donc, des académiques, avec des cliniciens, des chercheurs, comprenant bien sûr des écoles, universités, et puis donc des organismes privés qui vont du coup, de la start-up PME aux ETI et grands groupes. L'avantage et la particularité donc, de notre pôle de compétitivité, c'est qu'évidemment, la région de France concentre énormément donc, de ces acteurs et représente presque 50% de tous les acteurs à l'échelle nationale. Bien la suite, Yannis, s'il te plaît. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée donc, de qui sont nos adhérents. Donc, on a plus de 500 adhérents avec presque une quarantaine donc, d'acteurs académiques et cliniques et instituts de recherche, presque également une quarantaine d'ETI et grands groupes. On a bien sûr des collectivités et des partenaires institutionnels. Et puis, le cœur de nos adhérents, c'est bien sûr donc, les startups PME avec plus de 430 membres actuellement. Donc, ces adhérents est renforcé donc, par un réseau de partenaires. Donc, bien sûr, on est en étroite collaboration avec les autres pôles santé, également des pôles dans d'autres domaines et puis des clusters. On peut citer notamment le pôle pharma avec qui on co-organise notamment le congrès France Bioproduction qui a lieu tous les ans. On a aussi des liens forcément forts avec les syndicats tels que l'OLEM et le SNITEM, les partenaires institutionnels et de financement, des pays France, etc. Et puis, bien sûr, des liens forts avec des bioclusters européens et internationaux qui peuvent vous aider notamment à trouver des partenaires lorsque vous avez besoin de former des consortiums pour des appels, notamment. La suite. Donc, Médicène, c'est à peu près une vingtaine de permanents. Chacun est expert dans un domaine. Donc, je vais détailler un tout petit peu après sur la slide après les différents domaines d'expertise. Et je voulais bien sûr citer nos experts bénévoles
qui sont composés donc d'industriels, académiques, qui composent donc notamment notre comité d'évaluation des projets, dont je dirai un mot juste après aussi, et puis toutes les instances de gouvernance donc, du pôle médecine. Donc on va dire nos 3 grandes missions, hein, même si on en a d'autres, vont être dans un premier temps donc l'innovation. Donc on va essayer d'animer donc cet écosystème qui, comme je vous l'ai dit, est très riche en santé en Île-de-France, et essayer de favoriser au maximum donc l'émergence de projets de recherche d'innovation et puis de partenariats, notamment public-privé. Ensuite, on va avoir tout le volet financement qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Donc on va essayer d'être un peu le décodeur des appels à projets pour nos membres, et essayer de les orienter donc, vers les bons guichets de financement, et puis les accompagner pour justement augmenter leurs chances de réussite. Et puis on a un dernier volet plus à l'échelle donc européenne et internationale, où là on va essayer de favoriser la croissance, notamment des PME membres de Medicine. Donc on va faire un tout petit focus donc sur la partie financement et comment Medicine peut vous accompagner. Donc on a un processus qu'on appelle de labellisation qui est propre au pôle de compétitivité. L'idée, c'est que du coup, on va vous proposer donc un premier rendez-vous. Donc s'il vous plaît, si vous êtes intéressé, essayez de nous prévenir au moins un mois à l'avance, parce que c'est quand même un processus qu'il faut mettre en place. On fait appel à des experts qui ne sont pas forcément disponibles tout de suite. Donc on vous propose un premier rendez-vous, voilà, on essaie d'orienter votre projet vers le meilleur appel à projet. Ensuite, on vous propose donc un rendez-vous avec un expert qui va vraiment là prendre le temps de challenger un petit peu voilà, votre projet, vos idées, votre business plan, voilà, tous les aspects un petit peu qui vont rentrer en ligne de compte et qui seront importants pour remplir le cahier des charges de l'appel à projet auquel vous postulez. Et ensuite, donc, vous aurez un passage donc, devant notre comité d'évaluation des projets, composé donc, de nombreux experts qui, là, vont vraiment continuer à challenger votre projet pour vous offrir donc, les meilleures chances de réussite. Comme je vous le disais, en fait, ce processus de labellisation, si à la suite donc, du passage au comité, les membres décident donc, de vous accorder cette labellisation, voilà, vous augmentez votre chance de succès, puisqu'on a 40% des projets labellisés qui sont financés, contre 18% des projets qui ne sont pas du coup labellisés. Donc pour l'instant, on a quand même un taux voilà, de satisfaction assez élevé de nos membres, puisque 96% de nos adhérents recommandent la labellisation et donc l'expertise aussi bien donc, des personnes, des membres de l'équipe Medicine, et puis de ses membres bénévoles. Donc, quand je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous contacter à peu près un mois avant, soit vos chefs de projet, soit une adresse générique projet avec un s @medicine.org, et de toute façon, vous aurez la présentation. Je veux bien la diapo suivante, Yanis, s'il te plaît. Voilà, donc ça, c'est juste une vue très, très rapide de tous les appels à projets pour lesquels on peut vous accompagner, aussi bien donc, des appels à projets régionaux, nationaux ou bien européens. Là, pareil, très rapidement, c'est pour vous donner quelques chiffres. Donc, sur à peu près une quinzaine d'années, on a reçu quand même énormément de projets, presque 2000. 1280 ont été labellisés. Et sur cela, on a voilà, 430 projets financés. Donc, ça représente quand même un taux vraiment satisfaisant. Et puis, pas mal donc, de financement public. Et puis bien sûr, la mise sur le marché derrière de produits. Voilà, donc pareil, là, une slide très, très rapidement, c'est essayer de vous replacer un petit peu, donc notamment les nouveaux appels à projets qui sortent, qui font partie donc de la stratégie globale donc, de France 2030, qui inclut notamment le plan Innovation Santé 2030 qui est sorti donc en juillet dernier, qui contient donc 3 stratégies d'accélération en santé numérique, biothérapie, biotraduction, en maladies infectieuses émergentes, et puis un plan des dispositifs médicaux qui est sorti vraiment très, très récemment. Et à cela s'ajoute donc la stratégie donc start-up industrielle et deep tech. Et là, on va être justement sur des aspects un petit peu plus de développement industriel. Donc voilà, il y a des liens si jamais
Ces nouveaux appels à projets qui sont du coup un petit peu parfois difficiles à situer dans le paysage vous intéressent. Donc je vous laisserai aller plus en détail avec ces informations. Et j'en ai fini avec la présentation, j'espère assez rapide, de Médicène et de l'accompagnement. Et je laisse donc la parole à Yanis qui va introduire donc, le speaker du jour. Merci, merci Elodie pour ta présentation. On va en effet introduire Madame Signoret, donc Scientific Project Manager chez IHI, donc Innovative Health Initiative. Elle va pouvoir nous présenter en fait tout le programme cadre qui vient d'être publié récemment avec voilà, les différents appels à projets, les tips et conseils à donner pour voilà, bien monter votre consortium, bien on va dire ficeler votre projet et qui puisse répondre en fait exactement en termes d'impact et d'excellence, bien sûr, aux guidelines de l'IHI. Donc, je vais vous laisser la parole, Nathalie, et peut-être partager votre écran. Merci beaucoup et merci à Médicène de nous inviter et de nous donner cette opportunité pour vous présenter le programme. Alors, qui se dit en français l'entreprise commune, initiative en matière de santé innovante. J'ai été obligée de réviser mon français pour cette présentation et donc je vous solliciterai cette indulgence parce que c'est la première fois que je vais la faire en entier en français, bien que je sois d'origine française. Donc, au cours de cette présentation, est-ce que mon écran se partage? Oui. Oui. Je pense que je suis en mode présentation. Voilà, exactement. Parfait. Donc, au cours de cette présentation, en fait, je vais déjà vous donner un certain nombre d'éléments pour comprendre ce que c'est que cette initiative en matière de santé innovante et ce que c'est que ce partenariat public-privé. Vous donner aussi un certain nombre d'informations par rapport aux règles de financement et aussi donner un petit peu cette possibilité d'avoir une vue des premiers calls que l'on a lancés. Et de terminer en essayant d'alerter votre attention et votre intérêt et solliciter votre intérêt pour participer aux activités de II. Je dirais II parce que c'est quand même beaucoup plus simple que la traduction française. Maintenant, forcément, j'ai cette présentation qui va être une trentaine de minutes, ça va être un survol. Mais je vais vous donner toutes les informations où vous pouvez vraiment trouver plus d'informations par rapport à ce que je vais présenter si vous le souhaitez, car nous avons déjà organisé un certain nombre d'événements et dans certains cas, il faut plusieurs heures pour comprendre un petit peu comment ce programme marche et comment on peut répondre aux appels qui sont en cours. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est vraiment Innovative Health Initiative? En fait, nous sommes un nouveau partenariat public-privé entre l'Union européenne, qui est représentée par la Commission européenne, et ce que l'on appelle les membres privés, qui représentent l'industrie de santé de manière globale. Donc, nous avons les associations qui sont représentées par COSIR, qui s'adresse plus à l'imaging médicale et la radiothérapie. L'EFPA, qui, elle, se focalisait sur l'industrie pharmaceutique, et Vaccine Europe, avec une polarisation sur l'industrie des vaccins. Europa Bio, qui est plus spécialisée dans l'industrie de biotechnologie, et MedTech Europe, tout ce qui est en relation avec les dispositifs médicaux et tout ce qui est technologie médicale. Donc, dans ce nouveau partenariat, on ne part pas de rien d'une certaine manière, puisque ce partenariat se base aussi sur une expérience très, très intense que l'on a eue au cours des derniers 14 ans sous la forme de Innovative Medicine Initiative. C'était un partenariat public-privé entre l'Union européenne et l'industrie pharmaceutique. Mais dans ce cadre de ce partenariat, nous avons
financé plus de 200 projets collaboratifs entre le public et le privé. Donc, ça veut dire qu'effectivement, IHI n'est pas une continuité de AMI, puisque là, nous avons étendu la participation à tous les secteurs industriels en matière de santé, mais aussi nous avons, comme je vais le présenter, des objectifs beaucoup plus larges, mais on a quand même cette base où on a déjà démontré que l'importance d'avoir cette collaboration entre les secteurs publics et privés. Notre budget, c'est toujours important de savoir quel budget on parle. Pour cette initiative, nous avons un budget conséquent que l'on va utiliser au cours des prochaines années, donc pour financer des projets, avec une partie qui vient donc, la partie publique entre guillemets, qui vient de Horizon Europe et le cluster santé de 1,2 milliard d'euros. Au moins 1 milliard d'euros qui viendra des partenaires industriels et environ 200 millions qui viendront des partenaires contribuants. Alors ça, c'est une catégorie un petit peu à part, je vais juste l'expliquer rapidement. Ce sont des partenaires qui ne font pas partie donc des membres fondateurs, mais qui peuvent contribuer à nos projets et apporter donc leur contribution financière et leur contribution personnelle pour participer à ces projets. Typiquement, on peut avoir des fondations, des charités qui sont très intéressées par les projets de recherche dans tout un tas de matières et donc qui peuvent devenir contributing partner dans IHI. Alors, j'ai juste une petite question, je suis désolé de vous couper. En fait, oui. il y a des participants qui n'arrivent pas à voir la présentation. Est-ce qu'on pourrait peut-être changer les réglages pour la mettre en plein écran? Mais je suis en plein écran. Ouais. A priori, je pense que c'est bon chez nous, mais c'est dans les différentes options d'affichage du côté des participants, en fait, il faut que chacun règle chez lui. Parce qu'il y a différentes modalités. Il y a un menu affiché qui permet de choisir différentes options. Ouais. Ok, très bien. Merci, désolé de… Non, c'est pas grave. Non, je préfère que tout le monde puisse voir, mais effectivement, moi, je suis en plein écran. Ok. Merci. Donc, je vais juste toucher sur les objectifs que notre partenariat a et ceux sur lesquels nous avons été, entre guillemets, créés. C'est de pouvoir contribuer à la création d'un écosystème de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé et qui pourra avoir un réel bénéfice et de façon à traduire les connaissances scientifiques et d'innovation pour le bénéfice des patients et de la société en général. Le deuxième objectif que l'on a, c'est de favoriser la mise au point d'innovation qui soit sûre, efficace et qui couvre l'entier spectrum du soin, c'est-à-dire de la prévention au diagnostic au traitement, et en particulier dans tous les domaines où on sait qu'il y a un grand besoin de santé publique. Et enfin, nous avons l'objectif de favoriser l'innovation intersectorielle. Et ça, c'est vraiment important puisque c'est la raison pour laquelle nous avons aussi toutes ces industries et associations représentées dans notre partenariat, parce que nous voulons que l'on ait casser les silos entre les différentes industries et de vraiment avoir une innovation intersectorielle en matière de santé, de façon à avoir une industrie européenne de la santé compétitive au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Évidemment, nous ne travaillons pas en isolation, dans le sens que nous faisons partie donc du programme de recherche Horizon Europe, et donc on va devoir aussi, d'une certaine manière, à travers nos projets, contribuer à ce programme Horizon Europe, mais on va également être sollicité pour contribuer à des politiques de santé publique européennes qui ont été lancées, notamment le cancer plan,
la stratégie industrielle pour l'Europe, la stratégie pharmaceutique pour l'Europe, et alors là, je vais avoir un petit problème de traduction, tout ce qui est European Health Data Space. Évidemment, nous participons aussi au niveau des développements régis par les Nations Unies et notamment l'objectif 3 qui est d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être pour tous les âges. Donc, vous avez vu, nous avons des objectifs extrêmement ambitieux et forcément, à travers nos projets, il va falloir démontrer que nous arrivons à délivrer sur ces objectifs. Et pour ce faire, nous avons un deuxième document qui est extrêmement important pour nous, qui est en fait l'agenda stratégique sur la recherche et l'innovation. Donc, en fait, c'est un document qui va établir ce sur quoi, au cours des 10 prochaines années, on peut lancer des projets. Et le focus de ce document est vraiment sur l'approche cross-sectorielle qui va permettre et faciliter la création de nouveaux produits et de services, encore une fois, pour faire la prévention, l'interception, le diagnostic, le traitement et puis le management des maladies et de faciliter à ce que tout le monde puisse être rapidement rétabli de façon effective. Et les objectifs, c'est vraiment de mettre en place les fondations d'un développement de produits et de solutions qui seront plus sûrs et plus effectifs et qui répondent encore une fois à des besoins de santé publique que l'on a et qui ne sont pas remplis et que l'on puisse évidemment implémenter à long terme, ou terme médian et long terme, dans les systèmes de santé. Il est très important pour nous que l'on ait des recherches qui puissent, d'une certaine manière, avoir des résultats tangibles. Donc, pas rester nécessairement… nous ne sommes pas un partenariat qui reste à un niveau très en amont, mais on veut vraiment avoir des solutions qui vont pouvoir être implémentées et pouvoir aider les systèmes de santé publique, tout en restant dans le côté pré-compétitif. Et ça, c'est important aussi. Nous ne sommes pas là pour développer un médicament ou un device spécifique. Nous sommes là pour faciliter le développement de façon plus générale. Cet agenda stratégique de recherche et d'innovation est articulé et définit donc les aires de recherche que l'on va pouvoir lancer dans AHI et s'articule autour de 5 objectifs spécifiques. Et ces 5 objectifs spécifiques sont les suivants. Tout d'abord, de contribuer à une meilleure compréhension des déterminants de la santé et des groupes de maladies prioritaires. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'intégrer les efforts qui sont fragmentés à l'heure actuelle de recherche et d'innovation en matière de santé et en regroupant les différents secteurs pour travailler ensemble avec les parties prenantes, puisque effectivement on a besoin de tout le monde autour de la table pour pouvoir faire avancer un certain nombre d'éléments de recherche et d'innovation. Et donc, ça va se traduire par faciliter le développement d'un certain nombre d'outils, de données, de plateformes, de technologies, de process qui, encore une fois, vont faciliter vraiment la prévention, le diagnostic, le traitement et le management des maladies là où il y a des besoins clairs. Le troisième objectif spécifique est de démontrer aussi la faisabilité de solutions de soins intégrées et axées vraiment sur les personnes. Encore une fois, c'est extrêmement important que l'on développe des solutions qui répondent aux besoins des personnes, que ce soit les patients, les professionnels de santé ou que ce soit plus global, la société civile. Le quatrième objectif est d'exploiter pleinement le potentiel de la numérisation et de l'échange des données dans les domaines de soins de santé. Et évidemment, tout ça en respectant toutes les règles qui sont liées à
privacy. Là, j'ai un trou. Et enfin, le dernier objectif que l'on a, c'est de favoriser le développement des méthodologies et des modèles nouveaux et améliorés pour une évaluation globale de la valeur ajoutée des solutions innovantes et intégrées en matière de santé. Donc ça, c'est nos 5 objectifs. Et donc, les appels que l'on va lancer et qu'on a commencé à lancer s'articulent autour de ces 5 objectifs, qui évidemment ne sont pas séparés. Il y a des appels qui vont pouvoir couvrir plus d'1 objectif. Au niveau de notre gouvernance, c'est peut-être assez important de voir comment on fonctionne. Donc, nous sommes ce partenariat public-privé et donc dans notre conseil d'administration, nous avons les représentants évidemment des membres fondateurs, que ce soit du côté des associations industrielles et de la commission. Mais nous avons évidemment un bureau, nous sommes une 50aine de personnes à plein temps pour gérer ce programme. Et à côté, nous avons deux groupes, 2 conseils qui sont les représentants des États membres enfin, des États membres et des pays associés au programme de recherche et un groupe scientifique, le panel scientifique et d'innovation. Et ça, c'est très important parce que ça va vous montrer aussi que lorsque l'on lance des appels, nous sollicitons aussi de la part de ces groupes de conseil leur avis par rapport à ce que l'on peut faire dans le cadre d'un partenariat public-privé et tout en tenant compte de ce qui est fait ailleurs. Donc maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail de quels sont les types de calls, d'appels à projets que l'on va lancer. Dans II, nous allons lancer surtout 2 types d'appels à projets. Ce que l'on appelle en une seule étape, l'appel à projet. Donc là, dans cette instance, on aura plutôt des appels à projets qui seront assez ouverts, avec évidemment un objectif et des problématiques bien déterminées, mais qui seront plus ouverts dans le sens qu'il n'y a peut-être pas une façon unique pour arriver à un même résultat et un même impact. Et dans ce type de projet, il sera essentiel que les partenaires publics et privés s'assemblent déjà pour pouvoir former un consortium et soumettre une proposition et donc vont être en compétition avec d'autres propositions pour le financement. Nous avons l'autre type d'appel à projet qui est en 2 étapes. Et là, ce type d'appel est constitué d'abord de nos partenaires industriels s'ils ont décidé qu'il y a vraiment une problématique qu'ils veulent, ce sur quoi ils sont prêts déjà à travailler ensemble et qu'ils veulent s'associer pour déjà définir ce sur quoi il est important d'avoir un projet. Et c'est ce qu'on appelle le Pre-Identified Industry Consortium. Donc, c'est déjà le consortium industriel qui est déjà identifié au départ. Et donc, nous, lorsqu'on lance le call, tous les consortia représentés par les partenaires publics peuvent soumettre une proposition courte dans une première étape en réponse à cet appel. Et sur la base de l'évaluation que l'on va faire, la meilleure, la numéro 1 proposition sera après invitée à rencontrer le consortium industriel prédéfini et ensemble travailler à finaliser la proposition qui sera resoumise pour évaluation. Donc, les deux slides suivants vont présenter un peu ce que je viens de dire, mais de manière un peu plus schématique. Donc, dans la procédure en une seule étape, donc, nous avons un topic qui est défini.
qui est un peu plus large et donne l'opportunité à plusieurs approches de façon à remplir les objectifs. Et ce topic, qui sera revu aussi par nos groupes conseils, donc sera lancé. Et là, on attend à avoir la soumission déjà de propositions entières qui comprendra donc les membres privés et publics tout de suite, et donc une proposition conséquente qui sera évaluée. Et dans ces cas-là, en fonction du classement et en fonction des finances, de l'argent disponible, on pourra financer 1, 2 ou 3 propositions. Alors que dans le two-stage, donc la procédure en 2 étapes, donc nous avons d'abord le consortium industriel pré-identifié qui se met d'accord sur déjà la contribution financière qu'ils veulent apporter et ce sur quoi ils sont d'accord pour travailler. Et ensuite, suite aussi à la consultation de nos groupes conseils, nous lançons ce call et là, dans une première étape, on attend les propositions qui sont soumises par ce que l'on appelle l'applicant consortium et les partenaires publics, donc qui peuvent être académiques, hôpitaux, les organisations de patients, les petites et moyennes entreprises et tout ce qui est les groupes académiques et les entités légales non for profit, mais avec un turnover qui va être en dessous d'un certain seuil. Et sur la base de cette évaluation, la première proposition qui sera sélectionnée dans un second étape donc, sera invité à travailler avec le consortium industriel prédéfini de façon à finaliser la proposition finale qui sera soumise. Donc, en fait, là, on a un topic et on a une proposition financée, un projet financé. Alors, pour ce qui est des règles de participation, donc on suit les règles d'Horizon Europe. Hein, donc, au niveau des participations, toute entité légale peut faire partie des consortiums. Mais évidemment, il faut au moins 3 entités indépendantes établies dans l'État membre ou le pays associé à Horizon Europe. Et ce qui est important, c'est qu'au moins une de ces entités légales doit être établie dans un État membre. Maintenant, nous avons un critère supplémentaire au niveau de II qui s'applique pour les procédures en une seule étape, à savoir que nous voulons refléter dès le début donc, ce côté de partenariat public-privé. Et donc, il est absolument important que dans les consortiums, nous avons des partenaires privés et qu'au niveau des coûts, nous ayons une contribution, donc pas que de demander de l'argent public, mais une contribution qui est faite par les participants qui correspond à au moins 45% des coûts totaux du projet. Donc ça, je reviens là-dessus parce que c'est un point qui est nouveau, qui est pas très simple à comprendre et on pourrait y passer la journée. Malheureusement, là, je vais aller assez vite, mais encore une fois, l'argent public est là pour financer la participation d'un certain nombre d'entités publiques, mais dans le sens large du terme, puisque les petites et moyennes entreprises sont financées également, ainsi que les compagnies mid-size. Les compagnies larges peuvent, dans certains cas aussi, recevoir du financement public. Mais de notre côté, donc, il nous faut absolument des partenaires privés qui représentent donc, les industries, les associations qui font partie donc, des membres fondateurs de notre partenariat et que leur contribution constitue au moins 45% des coûts éligibles et des coûts des activités additionnelles. Donc, ça, c'est quelque chose d'important puisque donc, les partenaires privés vont venir avec ce qu'on appelle in-kind contribution, donc pour les activités du projet. Ils peuvent donner aussi des contributions financières qui peuvent être distribuées aux participants publics et aussi la contribution pour des
des activités additionnelles. Alors, ces activités additionnelles, elles ne font pas partie en tant que telles du projet, mais elles sont importantes pour pouvoir être en lien avec les objectifs du projet. Et donc, si collectivement, nous n'avons pas ce seuil atteint de 45%, malheureusement, la proposition je parle encore une fois pour la procédure en une seule étape, ne pourra pas être évaluée parce qu'elle ne sera pas éligible. Donc, c'est vraiment un point extrêmement important. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir détailler, mais on a un certain nombre d'informations sur notre site web qui expliquent exactement comment nous faisons ces calculs. Alors, il y a une différence entre qui peut participer, a priori c'est tout le monde dans un consortium, et qui peut recevoir du financement public. Et là, les financements publics en général, donc c'est toute entité légale établie dans un État membre, pays associés, ou aussi des pays low et middle income. Alors, ce slide est un petit peu busy, donc beaucoup d'informations. Encore une fois, je ne vais pas avoir le temps d'aller sur tout, mais c'est juste pour mentionner que dans le cadre donc, nous suivons les règles en général de Horizon Europe. Évidemment, on a toujours le problème là, actuellement de la situation par rapport au Royaume-Uni. Et les entités légales, par contre, qui sont établies en Suisse, donc ne sont pas éligibles de recevoir du financement puisqu'elles ne sont pas couvertes par un arrangement. Par contre, dans le cadre de II, les entités légales en dehors donc, des pays mentionnés ci-dessus ne peuvent pas recevoir de financement public. Donc, par exemple, une université américaine ne peut pas recevoir du financement public dans le cadre de II. Par contre, elle peut recevoir si sa participation est considérée comme absolument essentielle. Et en général, pour dire qu'elle est essentielle, c'est parce que peut-être cette expertise ou ils ont quelque chose de très particulier qui n'existe pas en Europe ou qui n'existe pas dans aucun des pays associés à Horizon Europe. Donc ça, c'est la seule exception pour lesquelles nous pouvons financer parce que leur participation est considérée comme essentielle. Et donc là, ça reprend un petit peu tout ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que pour les appels en une seule étape, donc peut recevoir des financements publics, toute organisation à but non profit, donc que ce soit les groupes académiques, les réglementaires, les hôpitaux, les organisations de recherche, etc. Et évidemment, les petites et moyennes entreprises, mais aussi les entreprises plus larges peuvent recevoir du financement. Par contre, dans un appel en deux étapes, le financement public ne peut aller que dans les organisations à non-profit et les petites et moyennes entreprises. Par contre, il n'y a pas de financement qui aille public, qui aille au consortium industriel préidentifié et pour toute autre compagnie qui fait du profit avec un certain turnover. Ici, c'est une version extrêmement simplifiée d'un budget. C'est pour illustrer ce que l'on entend aussi par rapport à ce seuil de critériat des 45%. Encore une fois, c'est juste un exemple. On sait très bien que les situations peuvent être beaucoup plus complexes au moment de construire le consortium et de construire donc la proposition. Et donc, sur notre site web, nous avons un certain nombre de documents, je vais montrer les liens après, qui expliquent beaucoup plus en détail et qui donnent beaucoup plus d'exemples pour pouvoir plus comprendre cette exigence qui est liée à notre façon de fonctionner. Maintenant, nous avons déjà lancé deux calls. Le call 1, alors on les appelle le call 1 et le call 2. Le call 1, c'est parce qu'il est centré sur les topics qui sont liés à une procédure en une seule étape. Et le call 2, c'est parce que nous avons là les topics
pour des procédures en 2 étapes. Je vais aller assez rapidement sur vous donner les topics que l'on a actuellement, parce que vous allez peut-être être intéressé par certains de ces topics, ou vous allez vous dire peut-être que je pourrais contribuer, et dans ce cas, encore une fois, je vous inviterai à aller voir des documents plus en détail. Ici, c'est juste pour donner, encore une fois, cette information à un niveau un peu plus élevé. Donc, le premier topic, il se focalise sur les maladies neurodégénératives et tout ce qui est comorbidité. On sait très bien que les maladies neurodégénératives représentent un problème sociétal extrêmement important, et que, en plus, les patients qui sont atteints ont souvent des comorbidités, ce qui rend la prise en charge encore plus compliquée. Donc, en fait, ce topic se concentre sur le développement de systèmes de support décisionnel qui va pouvoir améliorer les décisions médicales qui permettra donc une meilleure prise en charge des patients et une meilleure prise en charge plus tôt. Alors, ce topic, comme je l'ai dit, dans le cadre des appels en une seule étape, peuvent être assez ouverts. Donc, par exemple, dans ce topic, le choix de la comorbidité n'est pas fixé, mais donc ça devra être le consortium applicant qui devra définir les comorbidités sur lesquelles ils veulent travailler, tout en sachant que, par contre, le cancer n'est pas dans le scope de ce topic. Et pourquoi on a ce topic? C'est parce qu'effectivement, on veut avoir une manière beaucoup plus holistique et avoir cassé les silos entre les spécialités médicales, de façon à avoir une approche beaucoup plus holistique pour traiter et prendre soin des patients avec des maladies neurodégénératives et des conditions de comorbidité. Le deuxième topic, lui, se focalise sur l'oncologie. Donc, c'est un peu pour ça aussi que l'on a exclu du premier call, parce que là, nous avons maintenant 2 topics qui se focalisent sur l'oncologie. Celui-ci, plus spécifiquement au niveau des images des prochaines générations et de la possibilité d'utiliser cet imaging de façon à faire le diagnostic et le traitement des patients atteints de cancer. Donc aussi, là, on sait très bien que c'est un côté extrêmement important, et d'utiliser ces technologies d'imagerie des prochaines générations, et qu'elles font partie aussi des thérapies combinées pour l'oncologie. Et donc là, vraiment, ce que l'on veut, c'est de contribuer au développement d'outils de grande qualité et des données pour vraiment avancer les technologies d'imagerie pour aider le diagnostic et la prévention, l'intervention, les thérapies, la prise en charge des patients atteints de cancer, et pour le suivi au long terme. Et donc, évidemment, ce topic s'appuie aussi sur le développement de tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning pour pouvoir mettre en place et valider et évaluer ces technologies d'imagerie. Le troisième topic, encore sur l'oncologie, mais cette fois sur un aspect différent, qui est plutôt les traitements multimodaux de différentes modalités contre le cancer. Et là, on sait qu'il y a effectivement plusieurs traitements et plusieurs modalités qui s'offrent à nous, et certaines sont en développement. Et donc, on a vu qu'elles pouvaient avoir vraiment un intérêt, surtout pour avoir une approche beaucoup plus de médecine de précision. Mais encore une fois, ici, l'objectif du scope, c'est d'avoir vraiment des outils de biomarqueurs qui vont permettre permettre de guider aussi avec précision cette approche multimodale. Donc, de développer des nouvelles technologies, d'intégrer les nouvelles technologies, d'explorer donc ces approches multimodales. Et là, dans ce cadre-là, donc, on souhaite que les consortiums applicants testent
différentes approches et combinent au moins deux modalités de traitement de cancer. Le dernier topic de ce premier call lié donc en une seule étape, c'est plutôt sur l'intégration des données. Encore une fois, on sait qu'on a un certain nombre de données qui ne sont pas exploitées au maximum dans l'utilisation des soins de santé. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des plateformes qui peuvent être augmenter à une échelle supérieure pour pouvoir faire l'intégration, le lien entre toutes ces différentes données qui peuvent être des Electronic Health Records, qui peuvent venir de tous les sensors, de toutes les montres connectées, outils, etc. Et de développer des outils qui pourront favoriser l'utilisation de ces données pour le soin et le management des patients. Donc, encore une fois, ici, c'est vraiment de se focaliser sur des maladies où on sait qu'il y a vraiment des besoins de santé publique et donc de favoriser le développement de ces outils. Nous avons ensuite le call qui sera en deux étapes, donc avec les maladies cardiovasculaires dans le premier topic. Et si on sait aussi que les maladies cardiovasculaires sont une cause proéminente de morbidité et de mortalité, et que l'approche one size fits all n'est pas optimale. Donc, en fait, ici, l'objectif, c'est d'avoir des meilleures classifications au niveau des risques, de l'identification, de mieux comprendre les maladies, et de pouvoir aussi avoir une meilleure compréhension qui permettra le développement et l'évaluation de nouvelles thérapies ou technologies en sens large du terme, mais pour avoir une meilleure prise en charge de ces maladies cardiométaboliques. Et le deuxième topic dans ce call à deux étapes, c'est un topic assez différent qui se focalise sur le développement de méthodologies pour la conduite d'études de faisabilité très tôt au niveau européen. On sait que c'est possible de faire ces études, mais pour l'instant, elles ne sont pas vraiment faites en Europe. Donc, en fait, le but, c'est de vraiment mettre au point une méthodologie qui va permettre de promouvoir et de clarifier dans quel cas et comment faire ces études de faisabilité early de tout ce qui est technologie medical device. Donc ça, c'est un survol de nos 6 topics qui sont en cours. Le délai de soumission de ces propositions est le 20 septembre. Et sur notre site, nous avons évidemment bien plus d'informations qui expliquent donc déjà le topic, mais aussi tout ce qui est les règles et les procédures, tout ce qui est comment préparer la partie financière, parce que comme je vous ai expliqué, c'est un peu compliqué dans II. Donc, toutes les informations sont sur notre website et vous pouvez les revoir à votre guise. Maintenant, ce qui est important quand on est effectivement un applicant, et ça, on le voit assez régulièrement, c'est que la première chose, il faut lire les documents. Il faut surtout lire le topic. C'est pas d'essayer de se dire, oh, ben, j'ai des idées et que peut-être que j'ai soumis déjà ailleurs, mais peut-être que ça va marcher ici. Non, il faut vraiment lire c'est quoi l'objectif, c'est quoi que l'on attend comme résultat, c'est quoi l'impact que l'on attend, et pour avoir le plus de chances de succès. Maintenant, encore une fois, nous sommes dans un partenariat public-privé. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette compréhension et d'avoir dès le début cette pensée que nous allons, ce n'est pas un projet académique, mais il y a une finalité aussi pour aider l'industrie à devenir plus compétitive. Donc, en fait, il faut vraiment intégrer cet élément dès le départ.
Évidemment, nous avons tout un tas de templates pour préparer sa proposition. Donc, en plus de lire bien le topic, il faut bien lire les instructions aussi, puisque même si nous suivons la base et les mêmes templates que les templates utilisés dans Horizon Europe, évidemment, nous avons des différences liées à nos spécificités. Donc, encore une fois, il faut comprendre les spécificités d'un partenariat public-privé tel que II et comprendre comment ça se retranscrit dans les templates pour pouvoir préparer au mieux sa proposition. Un certain nombre d'éléments aussi sont extrêmement importants, par exemple quand on développe des biomarqueurs, etc. C'est de considérer rapidement aussi quel peut être l'impact réglementaire, parce que dans certains cas, ça influence aussi la proposition de façon à intégrer comment va être fait l'interaction avec le réglementaire pour s'assurer qu'à la fin du compte, les résultats et les obtenus du projet soient acceptés. La question que l'on a toujours, mais comment on fait pour trouver un consortium ou comment on rejoint un consortium? Et effectivement, ça, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de solution magique. Nous avons organisé au mois de juin un événement qui s'appelle le Brokerage Event et je vous ai mis les liens puisque vous pouvez revoir non seulement toutes les vidéos, mais aussi les pitchs des personnes qui étaient intéressées déjà par des topics. Pour avoir déjà des idées de qui est intéressé pour pouvoir éventuellement connecter. Nous avons organisé pour chacun des topics aussi un webinar pour lequel nous avons, qui sont aussi disponibles sur notre site internet avec la liste des participants. Donc, ça permet aussi de comprendre qui est intéressé par un topic et éventuellement constituer ou rejoindre un consortium qui est en train d'être élaboré. Mais comme je vous ai dit, on ne fait pas du dating, hein, on ne met pas en lien toutes les personnes. Donc, il est important aussi de votre part, si vous êtes intéressé, d'utiliser votre propre réseau de contacts, d'utiliser les outils qui sont à disposition, que ce soit au niveau des outils de recherche de partenaires, au niveau des points de contact nationaux, et donc on a les représentants évidemment en France aussi, et tout ce qui est aussi utilisation des médias sociaux pour pouvoir attirer l'attention. Vous-même, vous pouvez aussi créer un partenariat, un consortium. La question suivante, souvent, est mais combien de personnes il faut dans un consortium? En général, il n'y a pas à part les règles, évidemment, d'éligibilité au minimum 3, mais ce qui est important, c'est que nous avons quand même des projets ou des appels d'offres qui sont très larges et qui ont une certaine ambition. Donc, c'est vrai que nous avons rarement un projet financé pour 3 partenaires. En général, nous avons un consortium très large pour pouvoir vraiment faire quelque chose à échelle. Je terminerai enfin par pourquoi c'est important, pourquoi ça demande considération de participer dans des projets II. Comme je le mentionnais, donc nous avons la volonté au travers de nos projets de vraiment se focaliser sur la traduction des résultats de recherche dans quelque chose qui va être vraiment pertinent dans la vraie vie, entre guillemets, et qu'avec vraiment une approche des patients est très, très importante. C'est vraiment nos points centraux, notre point central des activités. Mais c'est aussi une opportunité dans II d'être confronté aussi avec le monde industriel et aussi les autres partenaires. D'une certaine manière, des fois, on a des bonnes idées, mais en fait, elle n'est peut-être pas du tout adaptée parce qu'on n'a pas pris en compte les autres partenaires et surtout ce qu'on appelle les end users, qui à la fin va utiliser ce que l'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous aussi d'avoir cette approche de vraiment constituer un projet qui, à la fin, on sait pourquoi et on a pris en compte tous ces éléments et on a créé une certaine interaction pour être sûr que ce qui va être développé va être utilisé.
Ensuite, la collaboration avec les larges compagnies medtech et pharmaceutiques permettent aussi d'avoir accès à une chaîne de valeur au niveau de la santé, mais aussi de créer des nouvelles opportunités de recherche, de business et en tout cas de nos expériences jusqu'à maintenant dans nos projets NIMI. Cette collaboration et cette approche a été bénéfique dans les deux sens. Ça permet aussi d'avoir une certaine réputation et visibilité, parce que ce sont des projets en général, comme je dis, à échelle, et donc ça permet aussi d'avoir une véritable vue et de promotion au niveau international. Enfin, nos règles de financement, en tout cas pour un certain nombre de partenaires, permettent d'avoir les coûts remboursés à 100%. Sur la base de notre expérience que l'on a aussi dans IMI, je vous ai dit qu'on a à peu près 200 projets que l'on a lancés dans IMI, c'est de voir aussi ce pouvoir de la collaboration et entre les acteurs, les différents acteurs publics, privés, et de casser les silos entre les différentes, non seulement entre les différentes parties, mais aussi entre les différentes disciplines. De ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, il y a beaucoup pensé que peut-être c'est pas nécessaire de faire que la recherche dans un partenariat public-privé serait peut-être de moindre qualité. En fait, c'est absolument le contraire que l'on voit, puisque dans nos projets IMI jusqu'à maintenant, les résultats qui sortent sont de très grande qualité, et ça se traduit aussi par lorsqu'on fait l'analyse bibliométrique, nos projets sont bien au-dessus de la moyenne européenne. Enfin, nous mettons les patients au centre de la recherche. Donc ça, c'est aussi extrêmement important de considérer que c'est un côté extrêmement rewarding d'avoir un petit peu ces considérations à tous les niveaux et d'avoir ces interactions et de penser patient. La sustainabilité, encore une fois, je vous ai dit, notre ambition, ce n'est pas d'avoir des résultats que l'on laisse sur une étagère. On veut vraiment que les résultats qui sortent soient exploités et qu'ils soient implémentés. Et ça permet aussi, évidemment, une participation de tous les États membres. Mais il y a d'autres façons aussi de participer dans II, et je terminerai aussi sur ce point, parce que certains ne veulent pas être tout de suite impliqués dans un consortium, mais il y a des possibilités d'être évaluateur, expert ou indépendant, observateur indépendant, et ça permet aussi de voir un petit peu comment marche II et comment marche ce partenariat public-privé. Nous avons déjà, dans le cadre de IMI, un pool de patients identifiés qui participent à nos activités au niveau opérationnel et stratégique. Nous allons rouvrir bientôt ce pool pour attirer d'autres personnes, d'autres patients ou de personnes intéressées à se joindre. Et enfin, nous allons faciliter l'acceptance d'idées aussi pour avoir des topics. Et nous allons bientôt mettre l'information de comment participer à la création ou comment participer aux idées qui pourraient donner des topics, et nous allons bientôt soumettre sur notre site internet de comment cela peut se faire. Voilà, c'est un petit peu beaucoup d'informations. D'ailleurs, je suis bien au-delà du temps. Je m'en excuse, mais j'imagine qu'on a un petit peu de temps pour des questions. Bien sûr, et merci Nathalie pour cette présentation très complète. En effet, on a quelques questions. On va commencer avec Julien Tronchot qui nous demande si l'on doit être membre d'IHI pour candidater au call, ou est-ce que n'importe quel établissement de santé a la possibilité de candidater au call IHI? Donc, c'est la deuxième, n'importe quel établissement peut participer au call de II. On a un autre spectateur qui nous demande si, concernant la participation des États-Unis dans II,
en fait, qui pensait que la règle d'Horizon Europe pour le cluster health s'appliquait, mais qu'ici, ce n'est plus le cas. Alors, et c'était déjà le cas dans IMI. Donc, évidemment, ils peuvent participer, il n'y a aucun problème. C'est le financement. Donc, dans le cadre du II, la participation des entités, par exemple, américaines, si on prend des universités, ne peuvent pas recevoir de financement ça, c'est une chose différente de Horizon Europe, sauf dans le cas où, effectivement, c'est considéré comme essentiel. Merci. On a une question de Dalia Tsakiropoulos qui nous demande que se passera-t-il si l'accord d'association UK n'est pas signé avant la mise en place du Grant Agreement II? Oui. Est-ce que le UK Research and Innovation Council a prévu de pallier à cela avec un financement national? Je ne peux pas parler au nom de UK Research and Innovation Council. Je pense que les choses évoluent assez rapidement. Maintenant, c'est clair que pour l'instant, nous disons que a priori, les membres UK pourront recevoir des financements, mais évidemment, sous réserve que l'accord soit signé. Si l'accord n'est pas signé au moment du grant, évidemment, il va falloir reconsidérer et il n'y aura pas de financement pour ces participants UK. Merci. Donc, une autre question de Toumaï Nguyen. Les partenaires privés d'un consortium candidat doivent-ils contribuer à 45% du coût total du projet, ou bien à 45% du coût total demandé par le consortium, ou bien 45% du coût total demandé par les partenaires privés? Ok, alors déjà, de toute façon, je vraiment vous recommanderais d'aller voir toutes nos informations sur notre site qui parlent de ces aspects financiers, parce que on peut, comme je disais, on peut y passer des heures parce que c'est assez complexe, mais donc c'est les coûts totaux du projet. Très bien, merci. Une question de Jérôme Khalifa, donc, qui demande en fait, qui dit qu'il a l'impression que le call Access and Integration of Heterogeneous Health Data for Improved Healthcare in Disease Areas of High Unmet Public Health Need vise spécifiquement les datasets qui sont préexistants et non les nouveaux qui auraient été générés dans le cadre du projet. Et donc, sa question est de savoir si c'est bien les datasets qui sont préexistants et non de nouveaux. Alors, évidemment, le focus se fait sur l'intégration des données qui sont existantes. Après, je vous inviterai à lire vraiment le topic. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit par rapport aux données pas encore générées, mais évidemment, c'est d'avoir une plateforme qui permet d'intégrer toutes les données, donc même les données qui seront générées après, donc ça va être soit des données d'un certain nombre de types, c'est d'avoir une plateforme qui permet d'intégrer toutes ces données ensemble. Mais je vous inviterai à regarder un peu plus en détail le topic et notre webinaire où le call est plus expliqué. D'accord, donc je pense qu'on pourra donner la même réponse à Thomas Nguyen concernant les détails sur la composition de consortia industriels prédéfinis pour les two-stage calls. Alors là, pour les two-stage calls, le topic mentionne qui sont les partenaires industriels de ce consortium préidentifié. Ils sont déjà identifiés dans le topic. D'accord. Et donc, elle avait une question complémentaire, et je crois que ce sera notre dernière question. Oui. Est-ce que ce consortium industriel prédéfini est-il fixe, du coup, ou peut-il évoluer au cours du processus d'évaluation du projet? Alors, normalement, il est fixe. Par contre, il se peut qu'un autre industriel soit intéressé de se joindre, mais dans ce cas, ça sera aussi si le consortium est OK et de savoir ce sur quoi il va contribuer aussi, puisque ça sera lui sa contribution. Par contre, je tiens à préciser quelque chose, c'est qu'il est important évidemment pour ces two-stage
nous avons le consortium industriel donc pré-identifié dans les topics, mais bien sûr, nous demandons aux potentiels applicants de ne pas contacter ces industriels, puisque c'est quand même un call compétitif, donc toutes les questions doivent provenir vers nous, mais pas de les contacter. De toute façon, ils ne nous répondront pas, puisqu'on veut s'assurer qu'on a une compétition vraiment entre les consortiums publics. D'accord. Merci pour ces réponses. Moi, j'avais juste une dernière question aussi, en fait, qui avait été relevée quelques jours par un adhérent de Medicine, en fait, concernant les ICA et les ICOP, à savoir, en fait, quel était, on va dire, un exemple type justement de in-kind activity. Donc l'ICA. Oui, exactement, ICA. Alors, par exemple, puisque donc l'ICA, ça peut être jusqu'à 2 ans après le projet, ça peut être par exemple l'activité de communication, de sustainabilité après la fin du projet. Ça peut typiquement rentrer dans des activités, admettons qu'il n'y ait pas suffisamment le temps au cours de projet d'avoir vraiment des événements après pour pouvoir promouvoir les résultats, ça pourrait faire partie de l'ICA. Encore une fois, nous avons un document maintenant qui a été mis sur notre site qui explique beaucoup plus cette distinction entre ICOP et ICAA, parce qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qui doit être pris en compte quand on parle du calcul, et c'est 45%. D'accord. Écoutez, merci Nathalie pour toutes ces réponses et pour votre présentation et évidemment pour votre temps. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, de toute façon, quelques questions ce soir, de s'adresser à je n'ai pas mis, mais nous avons aussi notre email adresse appliquant et si nous recevons, nous répondons très rapidement. Bien sûr. Merci. Et bonne chance. Merci. Je vais juste redonner la main maintenant à Elodie qui va nous présenter les appels à projets en cours ou à venir. Oui, merci Nathalie et merci Yanis. Donc rapidement, pour conclure avec les 5 minutes qui nous restent et les derniers courageux qui sont toujours là. Donc là, c'est vraiment une vue, on va dire, la plus exhaustive possible au niveau des appels à projets qui sont ouverts principalement pour le second semestre de cette année. Donc on va avoir notamment la deuxième vague de l'Innovate Leader PIA, le deuxième relevé de première usine. On vient donc d'avoir très récemment l'ouverture de l'IDEMO Région, ancien PSPC Région, avec une clôture le 26 octobre, une troisième vague IHU. Là, c'est la 10e vague du concours INOV qu'on accompagne également. Le deuxième relevé de la stratégie d'accélération innovation en biothérapie et bioproduction, donc avec le volet bioproduction, en novembre, dans lequel je suis très impliquée notamment. Les grands lieux d'innovation, le 6e filière, donc ça, on n'a pas encore tout à fait les dates précises, mais ça va venir. L'évaluation du bénéfice médico-éco, là, donc c'est plutôt pour la santé numérique. Une 6e vague de RHU, là encore, on ne connaît pas encore la date. Et comme je vous le disais, donc, les aspects un petit peu plus industriels du plan 2030, donc, on a avec un relevé donc, en début d'année prochaine, on a encore un petit peu de temps. Le IC accélérateur en octobre. Et le dernier que je ne vois pas. C'est Eurostars. Voilà, Eurostars. Le 15 septembre. Parfait, merci Yanis. Et une dernière slide. Oui, et juste, voilà, je vous rappelle encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, si possible 1 mois avant la clôture de l'appel à projet pour vous accompagner, augmenter vos chances de succès et puis avoir une belle lettre de labellisation qui vous donne un gage de qualité à votre projet des financeurs. Et donc, comme je vous le disais, je vous rappelle, le webinaire de la semaine prochaine pour l'IDEMO Région animé par Medicine et d'autres programmes. On reçoit donc la réunion qui vous en dira plus sur la modalité de ce nouvel appel à projet. Et il ne reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, donc, on fait une petite pause estivale et on se retrouve en septembre, donc le 1er jeudi, pour le prochain Medicine. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci Nathalie, merci Elodie. Merci.
À bientôt. À bientôt. Au revoir.